petit micro, tout va bien. Ok, on va commencer. Premièrement, merci de m'avoir invité pour parler de ce retour d'expérience. Donc, je m'appelle Sabine, je suis designer UX et actuellement, je travaille chez Intact. C'est une agence digitale spécialisée en mobile et en agile. Mais ce soir, je ne suis pas venue parler de ça, je suis venue parler d'une expérience antérieure. En effet, j'ai travaillé presque 2 ans dans une start-up spécialisée en réalité augmentée et du coup, à travers certaines spécificités que j'ai retenues en conception dans ce domaine-là, je vais vous faire un retour d'expérience. Donc on va essayer de mixer des points théoriques et des exemples. Voilà, commençons. Donc premièrement, la réalité, où en sommes-nous? Pokémon Go, on l'a vu dans la présentation précédente, mais la raison pour laquelle je l'ai mis, c'est que ça a véritablement permis une démocratisation de la réalité augmentée auprès du grand public quand c'est sorti. Pour vous donner un exemple, il y a 1 an et demi, quand j'essayais d'expliquer oralement aux gens le domaine dans lequel je travaillais, c'était jamais compris, c'était très compliqué. En revanche, le jour où Pokémon Go est sorti, il suffisait de dire « Ah, mais c'est comme Pokémon Go !» Ah bah oui, je vois très bien, ajout d'un élément virtuel dans l'environnement réel. Donc forcément, ça a un impact en conception parce que plus la technologie est démocratisée, plus elle est utilisée par des entreprises, plus notre rôle en tant que designer va être important et impactant. Deuxième point qui a marqué quand même l'année, c'est le rachat de la start-up Simagine israélienne par Snapchat. Donc Snapchat, c'est connu depuis déjà plusieurs années pour permettre aux utilisateurs d'ajouter sur leur visage des éléments virtuels dans le cadre du divertissement. Et en rachetant cette start-up-là, ils ont permis le retournement du flux caméra et l'ajout d'éléments virtuels dans le monde réel. Donc encore une fois, beaucoup de démocratisation de la réalité augmentée auprès d'un très large public, étant donné la cible de Snapchat. On reste dans un cadre du divertissement, mais voilà, on va dans cette approche-là. Et troisième point qui a été aussi cité dans la présentation, juste avant, c'est l'arrivée sur le marché de ARKit par Apple et de ARCore par Google. Et ça, pour le coup, je pense que ça marque une véritable révolution parce que ça a permis une facilité et un accès technique auprès d'énormément de développeurs et de designers de ce que c'est la réalité augmentée, encourager à prototyper, donc forcément encore plus de démocratisation et encore plus de connaissances de ce domaine-là. Pour vous donner même un exemple un peu précis, on peut retrouver des guidelines UX sur ARKit, donc n'hésitez pas à les regarder si vous êtes un petit peu curieux de ce qui est recommandé. Et pour terminer par l'introduction, ici on va parler de réalité augmentée via un smartphone. Donc comme on l'a vu précédemment, la réalité augmentée elle peut être vécue par différents biais, dont un casque, mais l'expérience ne va pas du tout être la même. Bon la vidéo s'est arrêtée. Désolée, c'était censé être une loupe, mais donc c'est important de préciser parce que les problématiques sur lesquelles j'ai travaillé ne sont pas tout à fait les mêmes que si l'expérience était vécue par un casque comme l'HoloLens qu'on a vu précédemment. Et dernier point, on va parler de réalité augmentée adaptée au e-commerce. Même si la start-up dans laquelle j'ai travaillé avait différents produits et différentes cibles, pour avoir un fil conducteur et avec le temps imparti, il a fallu faire un choix, donc on s'intéressera uniquement à ce domaine-là. Et j'ai cité précédemment Snapchat notamment, qui a une cible très jeune, accro à la technologie, qui s'accoutume très rapidement. Là, les utilisateurs qu'on ciblait sont des gens plutôt low-tech qui déjà avaient du mal à s'approprier convenablement leur smartphone ou des applications mobiles. Donc vous imaginez bien que la réalité augmentée, c'est un concept extrêmement abstrait. Donc il y avait un challenge d'un point de vue UX, comment faire appréhender cette technologie auprès de cette cible-là. Donc maintenant, quelques spécificités liées à la réalité augmentée à considérer en conception. Il a fallu en choisir quelques-uns. J'ai décidé de présenter ceux qui, pour moi, ont eu le plus d'impact dans mon travail de conception et qui diffèrent le plus de la conception sur une interface dite classique en 2D qu'on va vivre à travers un smartphone, une tablette ou un desktop. Donc dans un premier temps, prendre en considération la technique. Donc même si la réalité augmentée, comme je vous l'ai montré, est un véritable boom et commence à être vraiment démocratisée en plein essor, on est sur une technologie qui est en évolution constante. Les ingénieurs travaillent toujours vers plus de réalisme, vers plus de rapidité, vers plus d'adaptabilité, etc., etc. Donc il y a vraiment un vocabulaire et une terminologie qu'il faut s'approprier. Si je donne l'exemple, ce n'est pas juste pour dire qu'il faut connaître certains termes qui ne concernent uniquement
que les gens qui travaillent sur ces parties techniques, mais c'est parce qu'elles ont un véritable impact sur la conception et que c'est des termes qu'on doit connaître pour pouvoir travailler main dans la main avec des ingénieurs et des développeurs afin de trouver des bons compromis en conception. Parce que parfois, quand on voit un petit peu la réalité augmentée, les possibilités qu'on a, on va vouloir, je ne sais pas moi, concevoir des choses assez folles parce qu'on a cette idée que tout est possible, mais en réalité, on est extrêmement contraint et cadré par la technique. Dernier point, pour vous faire encore un parallèle avec la conception d'interfaces dites classiques, il y a certains vocabulaires maintenant qui sont un petit peu sortis du monde uniquement des designers et qui est connu je sais pas, d'à peu près tout le monde, comme par exemple ce que c'est qu'un burger menu, une tab-bar, ce que veut dire un scroll. À la base, c'est quand même des terminologies qui concernent nos domaines, mais qui sont sorties un peu au grand jour parce que les gens sont très habitués à les utiliser. En réalité augmentée, on n'en est pas là, donc c'est un point qu'il faut vraiment considérer. Donc un des points les plus importants d'après moi, c'est vraiment de prendre en considération l'environnement quand on conçoit pour la réalité augmentée. Là, encore une fois, on sort de 2D et de l'interface statique, même si on va retrouver énormément d'interactions, de comportements, voilà, d'un passage d'une page à l'autre, et il y a vraiment une vraie vie dans les interfaces. Là, cette notion, elle va bien plus loin quand il s'agit de réalité augmentée, étant donné qu'on ajoute un élément virtuel dans l'environnement réel. Il faut qu'on fasse comprendre à l'utilisateur qui sort du 2D pour aller vers le 3D. Il y a une espèce d'hybride comme ça qui se fait et qui n'est pas forcément compris instantanément par les utilisateurs. Du coup, faut qu'on s'approprie et qu'on fasse avec les volumes, la géométrie, la profondeur de champ, l'espace. Mais également, il faut qu'on gère toutes les contraintes d'un environnement réel. C'est-à-dire, est-ce qu'on va se retrouver dans un environnement qui est lumineux? Est-ce qu'on va se retrouver dans un environnement qui est sombre? Est-ce qu'il va être encombré? Est-ce qu'il va être dégagé? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de textures? Ou au contraire, ça va être assez fluide et homogène? Ça, on ne peut pas forcément le gérer, étant donné que les utilisateurs font apparaître leurs propres produits dans leurs propres environnements. Donc, on n'a pas la main là-dessus. Donc forcément, non seulement il y a ces contraintes environnementales, mais il y a aussi la question d'accessibilité qu'on connaît bien en conception. Comment faire en sorte que le maximum d'utilisateurs s'approprient nos interfaces en réfléchissant bien, les contrastes, la typographie, etc. En réalité augmentée, il faut prendre en considération ces points-là pour maximiser l'accès tout simplement aux fonctionnalités qu'on va présenter ou aux aides qu'on va présenter à l'utilisateur. Pour vous donner un petit exemple, voici un projet sur lequel j'avais travaillé qui était l'onboarding. Donc en fait, notre problématique, c'est que les utilisateurs, une fois qu'ils lançaient un produit en réalité augmentée pour le faire apparaître dans leur environnement, ils ne comprenaient pas forcément cette notion d'environnement et de volume et de géométrie. Le passage du 2D au 3D était un petit peu complexe et la façon dont ils inclinaient leur device avait un impact sur toute l'expérience. Par exemple, si le device était incliné trop bas, le produit n'avait pas la place pour apparaître correctement, l'expérience était ratée, l'utilisateur était frustré, il partait. A l'inverse, s'il le mettait trop haut, le produit flottait dans l'air. Ce n'est pas du tout l'objectif quand on veut regarder ce que va donner notre futur canapé chez soi. Donc, frustration, il y avait un risque élevé pour faire partie de l'utilisateur. Donc là, la proposition qu'on avait donnée aux utilisateurs, c'était d'avoir une première étape avant de faire apparaître le produit qui indique qu'il doit se tenir debout et pointer la zone qu'on voit vers l'endroit où il veut faire apparaître son produit. Et vous pouvez voir, il y a une grille qui est apparente ici. En vérité, il s'agit d'une grille PNG transparente, donc on peut considérer que c'est un peu une triche. Mais la raison, et ça fait écho aux technologies, au framework que j'ai présenté juste avant et qui a été dit aussi dans l'autre présentation, ARKit et ARCore, c'est qu'à l'époque, on voulait vraiment mettre une grille dynamique qui apparaîtrait et qui scannerait véritablement l'environnement. Donc l'utilisateur aurait tout de suite une idée de la perspective et de la profondeur de champ qu'il avait dans son environnement réel pour faire cette transition du 2D et du 3D. Le problème, c'est qu'à l'époque, on nous avait dit que techniquement, c'était trop coûteux d'un point de vue développement, que ce soit en temps ou en budget. Donc, on avait dû trouver une solution intermédiaire. Donc, quand je vous disais que la technique et la conception, elles se rejoignent et ça a des impacts considérables
parce qu'on est très contraint par la technique, bah ça c'est un exemple. Donc on avait pensé à cette solution intermédiaire et on l'a testé en test utilisateur et c'était vraiment compris parce qu'en fait il suffisait juste d'indiquer à l'utilisateur bah regarde, en fait tu vas repasser dans un environnement réel ou dans un environnement dans lequel il y a vraiment une profondeur de champ indiquée par la grille et ça marchait très bien. Cette solution, enfin, ça c'est très temporaire parce qu'avec maintenant les évolutions technologiques, ce genre de choses n'existera plus. On pourra vraiment scanner une grille et faire comprendre à l'utilisateur comment est vraiment son environnement réel. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a des choses comme ça sur lesquelles, des problématiques qu'il faut considérer. Deuxième point très important, donc là on parle de réalité augmentée, de e-commerce et d'une cible qui n'est pas forcément très tech, qui a du mal parfois à s'approprier son propre device et les applications mobiles. Donc comment est-ce qu'on lui fait comprendre, une fois qu'il a fait apparaître le produit virtuel dans son environnement réel, comment manipuler et jouir vraiment de son expérience? Comment est-ce qu'il va tourner le produit? Comment est-ce qu'il va le tourner? Comment est-ce qu'il va le rapprocher et l'éloigner de lui-même? Comment il va pouvoir, je ne sais pas, lui changer de couleur s'il y a ces options? Comment est-ce qu'il va pouvoir l'animer s'il y a ces options? Donc les problématiques sont vraiment nombreuses et forcément elles ont un impact total sur l'expérience qu'on va proposer. Donc on va continuer sur un exemple. Donc voilà, on va mettre pause. Donc ça c'est la suite du tutoriel que je vous ai montré. Une fois qu'on a appuyé sur « Je me tiens debout », le produit apparaît et là on va expliquer à l'utilisateur comment bouger le produit dans l'espace. On peut se dire que cette explication est assez sommaire parce qu'en soi, bouger un produit, c'est extrêmement intuitif. Vous avez raison, c'est le cas. Mais la raison pour laquelle on explique cette gesture, c'est pour introduire la prochaine gesture qui, elle, est très importante. Donc la façon dont ça se passe, on présente à l'utilisateur un overlay sur lequel il y a cette animation et le texte. Donc je parlais d'accessibilité tout à l'heure, c'est une manière également de présenter l'information, qu'importe l'environnement qu'il y a derrière, de façon à ce qu'elle soit visible. En trichant avec un overlay, même si l'environnement est très lumineux, très sombre, on aura toujours ce calque qui va nous aider à montrer l'information de manière claire. Donc l'utilisateur est invité à reproduire le mouvement. Une fois qu'il commence à le faire, l'overlay disparaît pour pouvoir vraiment lui permettre de tester dans l'environnement réel comme s'il n'était pas dans ce tutoriel. Et au bout de quelques secondes, un deuxième overlay va apparaître et va lui présenter la deuxième gesture. Donc ça, c'est la gesture qui explique comment tourner le produit. On se dit que ce n'est pas très intuitif et on va se demander pourquoi est-ce qu'on propose cette gesture-là alors que la plupart des gens auraient tendance à mimer le fait de tourner avec leurs doigts et voudraient pincer pour faire tourner le produit. Donc là, je vous disais qu'aujourd'hui, on s'intéresse au e-commerce et vraiment à ces spécificités-là. Mais il faut savoir qu'on a une troisième gesture qui est le fait de zoomer et dézoomer parce que pour certains cas, notamment en B2B, c'est très important. Et zoomer, dézoomer, il suffit de pincer et dépincer. Et le problème, c'est que l'algorithme, il y avait une marge d'erreur. Quand l'utilisateur pinçait ou quand l'utilisateur, quand il tournait ou quand il pinçait, les gestures étaient trop proches. Il pouvait y avoir donc une marge d'erreur et l'expérience n'était pas optimale. Il pensait accomplir une tâche, il en accomplit une autre, il ne comprend pas, c'est frustrant. Donc on avait cette gesture pour le moment, mais on est obligé de l'expliquer. Une fois qu'elle est acquise, elle est très bien comprise et les gens ne reviennent pas en arrière, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais voilà, pour vous expliquer vraiment que ça a un impact extrêmement important sur la façon dont on va vivre l'expérience de réalité augmentée. Un autre point qui est très important en conception et en réalité augmentée, c'est les tests utilisateurs. Donc comme je le disais, et pour faire encore écho avec ce que j'ai présenté précédemment, même si la réalité augmentée, elle est vraiment en plein boom et les gens commencent à s'approprier cette expérience et à comprendre véritablement ce que ça veut dire, il y a encore beaucoup d'inconnus étant donné que c'est en plein développement constant comme chaque technologie. Donc les questions qu'on va se poser une fois qu'on conçoit et qu'on n'est même pas sûr de ce qu'on a fait, parce qu'on n'a pas les mêmes acquis et les mêmes guidelines qu'on va retrouver pour du design d'interface comme on a aujourd'hui, on va se demander voilà, quel protocole je vais mettre en place, qu'est-ce qui est optimal pour récupérer le maximum de feedback.
Donc actuellement, pour du design d'interface, on a une diversité de tests utilisateurs qui est colossale. Qu'il s'agisse des méthodologies, que ce soit des tests quantitatifs, des tests qualitatifs, des tests en proposant aux utilisateurs de tester les sites concurrents pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, des tests en remote, enfin il y a vraiment une quantité que vous connaissez probablement. Mais en plus de ça, on peut tester à différents stades de la conception. On peut tester des prototypes papier jusqu'à des bêtas en passant par des interfaces animées, etc., etc. En réalité augmentée, vous imaginez bien qu'on ne peut pas avoir cette diversité-là. La réalité augmentée, c'est encore trop inconnu, comme je l'ai dit. Donc, si on veut simuler l'expérience, on ne va pas dire à l'utilisateur « Regarde ton flux caméra, lancer un cube en carton et imaginer qu'il a compris qu'il avait inséré un objet virtuel dans le monde réel ». Ça ne se passe pas comme ça. Du coup, le protocole que je privilégierai, je suis consciente qu'il demande un investissement, que ce soit en termes organisationnels ou en budget, mais c'est quand même celui qui, à mon sens, doit être privilégié parce qu'encore une fois, on est dans beaucoup trop d'inconnus, on a trop de questions sans réponse. Donc, on va vraiment privilégier un test où on aura minimum 2 designers, donc un qui va faire de l'observation et le deuxième qui va mener le test avec l'utilisateur. Jusque-là, vous allez me dire c'est assez classique, on fait ça tout le temps. Mais également la possibilité de filmer et enregistrer tout ce qui se passe parce que la quantité de données qu'on va accumuler est beaucoup plus importante que lorsqu'on teste du design d'interface. Exemple, quand on veut tester un utilisateur en design d'interface, que ce soit sur un smartphone, une tablette ou un desktop, il va s'asseoir, ou du moins il va adopter une posture et il va rester plus ou moins statique tout le long du test parce que ce qui est intéressant pour lui, c'est l'interaction qu'il va avoir avec les interfaces qu'on lui présente. En réalité augmentée, on est dans un spectre complètement différent étant donné que l'utilisateur s'approprie l'espace. Et je disais tout à l'heure que l'inclinaison était très importante quant à l'expérience finale qu'il va vivre. Donc forcément, il faut qu'on voit en test utilisateur comment est-ce qu'il va non seulement s'approprier l'espace, mais comment est-ce qu'il va s'approprier son device et comment est-ce qu'il va faire le lien entre les deux. Donc on doit les données sont plus importantes, donc on doit vraiment les enregistrer pour maximiser la qualité des tests qu'on mène. Voilà. Pour terminer sur une petite ouverture, ça me tenait à cœur, les responsabilités du designer UX dans l'appréhension des nouvelles technologies. Donc là, j'ai vraiment parlé d'un retour d'expérience concernant la conception dans la réalité augmentée, mais en 2018, on l'a bien vu dans la première présentation, on a un champ des possibles colossal qui s'ouvre à nous. On parle de réalité virtuelle, on parle de réalité mixte, on parle d'immersion, etc. Donc, quelle va être notre place dans l'approche de ces nouvelles technologies ? De plus, l'ère numérique, elle nous montre de plus en plus que la qualité de notre vie, elle dépend de la qualité des outils qu'on utilise. Alors, ça peut prêter à débat, mais c'est une réalité, c'est comme ça, c'est un fait. Donc, autant faire en sorte qu'on appréhende au mieux ces outils et qu'on ait le meilleur contrôle dessus pour que ça nous apporte une véritable plus-value. Donc prendre en considération le changement de paradigme, ce n'est pas une nouveauté. Il y a énormément de chercheurs qui parlent de ça. On vit vraiment des bouleversements tels que nos façons de voir le monde, d'appréhender le monde, l'expérience, la façon dont on se sociabilise avec les gens, etc. Elles dépendent énormément de ces nouvelles technologies. Donc, qui mieux que le designer UX peut anticiper les comportements, cadrer les interactions que les utilisateurs vont développer ou encore accompagner au mieux ces évolutions. Comme je le disais, il y a un champ des possibles énorme qui s'ouvre, même infini, qui s'ouvre grâce aux nouvelles technologies. Et sans vouloir dramatiser, on pourrait s'attendre à d'éventuelles dérives si on ne cadre pas un petit peu ce qui nous est proposé. Qu'importe les domaines, qu'importe les technologies. Je pense que notre responsabilité, elle va être de plus en plus importante dans les années à venir. Pour terminer, on peut se demander si on ne va pas vers une nouvelle manière de concevoir. Donc, je pense que la réponse est oui. On sort progressivement de l'écran. On mixe de plus en plus le tangible, l'intangible, le réel, le virtuel. On va vers de plus en plus d'immersion. Donc, on peut imaginer que dans les années à venir, la façon dont on concevra, c'est ça. On ne sera plus du tout la même et on sortira complètement de l'écran. Donc pourquoi ne pas imaginer nos logiciels
pour concevoir en réalité virtuelle, en réalité augmentée, je ne sais pas, enfin, il y a plein de problématiques, mais qui du coup vont forcément découler de ce que j'ai présenté. Donc, le bilan de tout ça, c'est que la seule chose que je peux retenir de cette expérience, c'est qu'il faut être, à mon avis, extrêmement curieux, faites de la veille, aller à des salons, aller à la rencontre d'entreprises qui travaillent sur ces technologies-là, parce que même si pour l'instant ça concerne une petite niche et il y a peu de designers UX parmi la grande famille que nous sommes qui travaillent sur ces technologies-là, dans les années à venir, on sera de plus en plus nombreux. Et étant donné que la réalité augmentée, vu qu'on a parlé de ça en majorité, est en train de se démocratiser de plus en plus, on peut s'attendre à concevoir pour la réalité augmentée dans n'importe quelle entreprise d'ici quelques années. Donc autant commencer à comprendre ces mécanismes, que ce soit un petit peu technique ou d'un point de vue UX, tester, s'amuser pour ne pas être perdu quand viendra le temps de s'y mettre véritablement. Donc pour terminer, j'ai commencé à poster des articles qui parlent de problématiques que j'ai énumérées juste avant sur LinkedIn. Ça m'intéresse énormément d'avoir des avis, des retours pour m'améliorer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. De toute façon, j'ai prévu d'en mettre de plus en plus. Et pareil, sur Twitter, je partage pas mal d'informations concernant des laboratoires de recherche, des articles qui traitent de ces problématiques. Donc si vous voulez aller les voir, je vous en prie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Le temps était très court. J'espère que vous avez retenu certains petits points. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir me voir après. Ça me fera très plaisir d'en parler. Voilà. On va prendre deux questions, parce que là, le temps après, vous allez commencer à avoir très très chaud. Une première au fond. Ouais, il y a deux. On arrive à mesurer le retour sur investissement, tout ça Actuellement, pas tant. Je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de startups qui travaillent notamment sur ces technologies-là. C'est qu'on n'arrive pas forcément à prouver encore que d'un point de vue... On parle d'un point de vue financier et business. Non, je pense qu'on est encore dans de l'inconnu et c'est pour ça notamment qu'il y a énormément de startups qui s'intéressent à ces technologies-là et qui les testent parce qu'elles se basent sur le principe des investissements. Donc, je pense que ça va être prouvé dans les 2 prochaines années maximum, étant donné les énormes bouleversements qu'on a vus en 2017, même déjà de début 2018. Donc, voilà. Si je peux apporter de l'eau au moulin de la réflexion. Ouais. Je travaille dans le domaine de la réalité virtuelle depuis 7 ans. La RD, ça existe à peu près depuis 15 ans. Les casques à peu près depuis 10 ans. Ouais. C'est pas un domaine qui est particulièrement nouveau. Ouais. Par contre, effectivement, ça se démocratise et ça, c'est certain. Grâce au téléphone, au tablettes, etc., les casques qui deviennent notamment accessibles via les jeux vidéo, via le PlayStation VR aussi, qui a fait son entrée à la maison, mais qui est important. Le retour sur investissement, actuellement, on peut le mesurer. Il suffit pour ça de regarder en fait dans quel domaine d'activité exactement ces technologies-là sont utilisées, notamment dans l'aéronautique, dans le domaine militaire, dans le domaine médical. Il y a énormément de grosses entités en fait qui se servent de la RD depuis. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Quand je dis que c'est une technologie qui est nouvelle, c'est du point de vue du grand public. Et c'est dans ce sens-là, si on regarde les premières recherches qui ont été faites sur ces technologies, oui, elles remontent à 10-15 ans et c'est pas nouveau, mais c'est quand même des niches. Tu viens de citer l'aéronautique, le militaire, c'est quand même... tout le monde n'est pas habitué. Et aussi les grandes entités, PSA, Renault, ça fait aussi une dizaine d'années. Là, on parle après du e-commerce. Hein. La façon dont l'e-commerce est en train de se l'approprier, c'est relativement nouveau. Alors, je crois qu'une des premières applications, ça a été pour la réalité augmentée, c'est pour les lunettes. Et c'est un peu plus ancien, ça doit faire 4 ans. C'était en quelle année, ça? Il y a à peu près 4 ans, je crois. D'accord. Oui, par exemple, la startup dans laquelle j'ai travaillé, elle existe depuis 5 ans et demi. Mais encore une fois, il y a 1 an et demi, j'expliquais ce que je faisais, personne ne le comprenait. Maintenant, l'approche est différente. C'est dans ce sens-là que je parle de nouveauté. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.